fleurie qui vont faire de cette peau comme un jardin fleuri pour se nourrir et pour se nourrir. Donc, il faut savoir finalement quels sont ces champignons. On a 3 groupes. Donc, on a les dermatophytes qui sont pathogènes. Nous avons également les levures. Les levures également en cause. Donc, pour poser le diagnostic, toujours c'est l'examen mycologique conventionnel qui reste le gold standard dans le diagnostic de ces mycoses. Donc, il faut toujours faire bien sûr, commencer par l'interrogatoire, donc, il faut voir les résultats. Et ça prend également du temps pour la culture. Et finalement, il y a, par rapport à ça, de nouvelles techniques qui sont développées, mais également, elles ne restent pas sans limite. Et elles ne sont pas également appliquées en routine. Donc, finalement, pourquoi on demande cet examen mycologique? Parce qu'il faut savoir, quand on a un examen mycologique, on a une lésion cutanée, elle peut avoir le même aspect qu'une mycose, donc entre une mycose et une dermatose qui n'est pas une mycose. Donc, on peut avoir le même aspect clinique ces dermatoses peuvent nécessiter des traitements antagonistes, par exemple antifongiques et corticoïdes. Donc, là, il faut faire un examen mycologique et répondre à 2 questions. La première, est-ce que ces lésions sont-elles fongiques ou non? Ces lésions cutanées sont-elles fongiques ou non? Et s'il s'agit bien d'une mycose, quel est le champignon responsable? Donc, il faut répondre à 2 questions. Donc, on va vous montrer un peu quelques aspects cliniques des mycoses cutanées que nous rencontrons en pratique et leur diagnostic différentiel, c'est-à-dire pour comprendre pourquoi demander un examen mycologique, parce que quand on voit cliniquement, on ne peut pas trancher entre une mycose et une autre dermatose. Nous commençons par ce qu'on appelle, nous appelons l'épidermophysis yersinée. Donc là, on voit que ce sont des lésions annulaires avec une périphérie inflammatoire et un centre cicatriciel, un centre guéri. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une croissance centrifuge des dermatophytes. Et dans certains cas, les lésions peuvent être confiantes, comme on vous montre ici sur ces photos cliniques, dont quelques-unes reçues ou prises chez nos patients. Donc, on veut comprendre un peu cet aspect cerciné, parce qu'on a notre dermatophyte, qui est le plus souvent incriminé. Il est kératinophile, kératinolytique, c'est-à-dire il aime la kératine, il se nourrit de la kératine, et il va se développer donc au sein du stratum cornéen de la peau, de proche en proche, et donnant, donc il va se développer et il va donner à la fin cet aspect cicatriciel, donc inflammatoire à la périphérie et guéri au cicatriciel au centre. Mais on voit également que cet aspect finalement n'est pas pathognomonique de l'épidermophysis yersinée. Nous avons par exemple d'autres aspects cliniques qui posent diagnostic différentiel, tels que le PRG, donc pityriasis rosée de Gibert, l'eczéma numulaire, le granulome annulaire, les lésions psoriasiques également. Donc, pose également diagnostic différentiel, le mycite polymorphe, la rosacée. Nous avons également notre aspect clinique qui est l'intertrigo. Donc, quand on dit intertrigo, c'est l'atteinte des plis, que ce soit les grands plis ou les petits plis. Au sein de l'atteinte des grands plis, déjà, on a 2 aspects des mycoses, que ce soit un intertrigo dermatophytique, c'est-à-dire causé par des champignons dermatophytes, kératinolytiques, kératinophiles, ou un intertrigo candidosique qui est causé par des levures du genre candida. Cliniquement, on peut être orienté au laboratoire. Donc là, comme on vous montre sur ces 2 photos, par exemple, quand on a un intertrigo dermatophytique, donc causé par un dermatophyte, la lésion, elle est bien délimitée. On voit ici une bordure périphérique qui est plus ou moins inflammatoire. Donc, la limite, elle est bien délimitée. En revanche, quand il s'agit d'un intertrigo candidosique, on a une lésion qui est bilatérale, donc par rapport au pli. Elle est mal délimitée en nous appelant des lésions satellites, c'est-à-dire qu'on a des lésions à distance de ce pli, contrairement à l'intertrigo dermatophytique. Cet enduit blanchâtre au fond de pli, oui, il peut être, comme il peut ne pas exister également. Donc, la différence, c'est plus cette limite
ou cette bordure périphérique par l'intertrigodermatophytique et l'intertrigocandidosique, nous avons des lésions satellites. Mais en aucun cas, ne pouvons trancher par l'aspect clinique. L'examen mycologique demeure indispensable. Et le diagnostic différentiel se pose également avec un intertrigobactérien, avec un psoriasis des plis, avec un érythrasma. Donc, le même aspect clinique, mais on ne peut pas être orienté. Il faut faire un examen mycologique de la peau. Trigo des petits plis. Donc, on parle d'un intertrigodermatophytique ou candidosique. Et là, il faut savoir que les lésions sont souvent associées aux atteintes ingéales. Et notre collègue Dr Bellamine va vous parler de ces atteintes ingéales que nous appelons onychomycoses. Nous avons également des lésions plantaires au niveau de la plante, donc des pieds ou palmaires au niveau des mains, qui peuvent être type mocassin, donc c'est cette dermatophyte qui va donner ce type de lésion, ou type, on a des vésicules, on appelle vesicular type tinea pedis, donc c'est des vésicules, ou au niveau des mains, une kératodermie palmaire. Toujours, ça pose le diagnostic différentiel, et ce que également exige donc l'examen mycologique, parce qu'on peut avoir le même aspect ou proche par rapport à un eczéma hyperkératosique ou un psoriasis palmoplantaire. Nous avons également d'autres aspects cliniques, et là, il n'y a pas cet aspect vraiment inflammatoire ou comme les dermatophysies, mais on a plus une pigmentation, une dépigmentation de la peau. Et là, on parle de macules ou de taches pigmentées ou achromiques, c'est-à-dire dépigmentées. Donc, pigmentées, vous avez ces taches ou ces macules qui ont une couleur plus foncée que la peau. Et les taches achromiques ou dépigmentées, ces plaques, ils ont une couleur moins foncée que la peau. Et là, quand on voit cet aspect, en mycologie, on pense plus à un pityriasis versicolore, que ce soit dans sa forme pigmentée ou dans sa forme dépigmentée. Et là, nous vous montrons quelques aspects cliniques. Donc, on voit un pityriasis versicolore du tronc dans sa forme pigmentée. Également, un autre au niveau du tronc, mais il est étendu. Et nous avons également d'autres formes dépigmentées, achromiques, au niveau du cou ou au niveau du bras. Donc, cet aspect, également, il peut poser des diagnostics différentiels. Des fois, c'est très, surtout chez un patient immunodéprimé, on a un pityriasis vraiment décu et des fois inflammatoire. Et on voit la différence entre un immunodéprimé et un immunocompétent sur ces deux photos concernant le pityriasis versicolore du tronc dans sa forme pigmentée. Est-ce qu'il pose problème de diagnostic différentiel? Oui, c'est comme les autres aspects cliniques. Ça pose diagnostic différentiel avec l'érythrasma, avec un vitiligo dans sa forme dépigmentée, achromique, ou avec les eczématides qui sont très fréquentes chez les enfants. Ou également avec juste une atteinte cutanée qui est très fréquente chez les patients qui sont diabétiques ou ils ont une intolérance au glucose, qu'on appelle la acanthosis nigricans. Nous avons également la dermite séborrheique. Et là, elle est causée par la même levure, qui est le malacésia, mais on a cet aspect squameux. Donc, c'est pas comme c'est des lésions érythémateuses squameuses. Et là, le rôle de cette levure, pourquoi? Parce qu'on a c'est un rôle plus pro-inflammatoire, ce qui va causer ces lésions érythémateuses squameuses. On parle de la dermite séborrheique du dos, quand c'est localisé au niveau du dos, donc c'est le tronc, ou la dermite séborrheique du visage, et qui cause problème de diagnostic différentiel avec la rosacée. Les folliculites, est-ce que nous rencontrons des folliculites? Oui. Elles soient isolées, soit souvent associées déjà à une mycose. Donc, par exemple, les atteintes causées par malacésie au niveau du tronc, par exemple, elles sont peut-être aussi associées par des folliculites. Pourquoi? Parce que ces folliculites, elles sont causées par une obstruction. Donc, c'est le follicule pilosébacé qui est obstrué. Donc, il y a une obstruction d'un follicule pilosébacé par un amas dense de levures, n'importe quel, donc c'est du candida ou de malacésia, mais le plus souvent c'est du malacésia. On parle de folliculites. Les dermatophytes, oui, également, peuvent causer des folliculites adermatophytes, donc il est causé par cette obstruction du follicule pilosébacé. Donc déjà, entre les trois
origines mycosiques, un diagnostic mycologique est indispensable. Pourquoi? Parce que le traitement est différent. On ne traite pas de la même manière une mycose causée par des levures ou une mycose causée par les dermatophytes. Donc, pourquoi finalement cet examen mycologique? Nous avons compris parce que le choix thérapeutique dépend de l'agent fongique responsable, qu'il s'agit d'un dermatophyte, qu'il s'agit d'une levure ou d'une moisissure. Il faut identifier également cette espèce, est-ce qu'il s'agit d'une espèce anthropophile, un champignon anthropophile ou zoophile ou tellurique. Et là, pourquoi? Parce que pour avoir une meilleure approche épidémiologique concernant la prévention des récidives, on sait très bien qu'un champignon anthropophile, la contamination est plus rapide entre, par exemple, entre les enfants quand il s'agit plus d'un champignon anthropophile. Et la contamination, elle est de l'animal zoophile. Donc, demander un examen mycologique de la peau pour faire le diagnostic, pour exclure le diagnostic, pour identifier l'espèce, pour choisir le bon traitement, tout ça pour éviter la prescription inadéquate des antifongiques, pour éviter plus tard ces résistances des antifongiques, également éviter les échecs thérapeutiques. Donc, c'est pourquoi un examen mycologique de la peau devrait être pratiqué chaque fois que le diagnostic d'une mycose cutanée est évoqué. Pourquoi un examen mycologique reste toujours le gold standard? C'est le plus informatif. Il n'est pas cher, donc il est toujours le moins cher, et il cause peu de désagréments pour le patient. Donc, et de plus, c'est le seul examen qui est capable d'isoler le champignon responsable. On va l'isoler en faisant la culture. Donc, on a le champignon dans nos milieux de culture de Saburo. Donc, l'examen mycologique, il commence par le prélèvement, qui est une étape capitale. Sa qualité conditionne l'ensemble de l'examen mycologique. Donc, il faut vraiment faire un bon prélèvement pour avoir un examen mycologique de qualité. Donc, suite à ce prélèvement qui est capital, on va passer à l'examen direct, qui est indispensable, et puis la culture, qui est très importante, quel que soit le résultat de l'examen direct, qu'il soit positif ou négatif. Et puis, on va interpréter ces résultats selon les différentes étapes, en vérifiant une concordance parfaite entre ces étapes. Donc, tout ça se fait au niveau du laboratoire de parasitologie et mycologie. Donc, on commence par l'interrogatoire ou l'anamnèse, qui est une partie intégrante du prélèvement. Et pourquoi? Parce qu'il va finalement faciliter la confrontation clinico-mycologique. Il facilite la bonne interprétation des résultats. Donc, il faut il faut demander des renseignements concernant l'ancienneté et le mode d'évolution des lésions. Concernant les traitements antérieurs, qu'ils soient antibiotiques, antifongiques ou autres, ces traitements, quand est-ce qu'on les a débutés, quand est-ce qu'on les a arrêtés et quelle était l'évolution à ce traitement. Demander également la profession, s'il y a des contacts avec les animaux, les voyages à l'étranger, la présence de facteurs favorisants tels que la pratique des sports, également le contact fréquent avec de l'eau ou le port des chaussures serrées qui est également un facteur favorisant, des antécédents dermatologiques, surtout le psoriasis. Donc, et là, il faut insister sur cette notion d'utilisation d'antifongiques antérieurs. Pourquoi? Parce que la qualité de résultat également dépend de est-ce que notre patient a déjà utilisé des antifongiques antérieurs, donc avant qu'il vienne faire son prélèvement. Pourquoi? Parce qu'on peut être face à des faux négatifs, avec un examen direct négatif et une culture négative, ou avec des résultats discordants, c'est-à-dire que ce soit un examen direct positif, et c'est le plus souvent avec une culture négative. Donc, il faut respecter les conditions nous appelons les conditions pré-analytiques. Ce sont des conditions qu'il faut respecter avant de faire le prélèvement. Il ne faut pas appliquer de crème ou de poudre antifongique 15 jours, pas de solution fluorine de 1 à 3 mois selon le principe actif, et pas de traitement antifongique également par voie orale de 1 à 3 mois également selon le principe actif. Par exemple, nous pouvons avoir des faux négatifs concernant la culture avec la terbinafine jusqu'à 3 mois. Et après cette anamnèse, donc nous avons toutes les informations qu'on va utiliser après pour l'interprétation des résultats. On peut également, elle est très fortement recommandée,
c'est l'utilisation de la lumière de Wood. Donc, l'utilisation de la lumière de Wood, donc c'est une lumière UV, elle est fortement recommandée dans certaines circonstances concernant les prélèvements cutanés. Et là, la condition, c'est qu'on l'utilise tout en étant, il faut être sûr qu'il n'y a pas un topique qui a été utilisé chez notre patient qui va émettre une fluorescence. Donc, on va avoir une fluorescence faussement positive. Donc, pour qu'il n'y ait aucun topique émettant une fluorescence appliquée sur la zone examinée, elle est recommandée, par exemple, quand on a une lésion dépigmentée ou pigmentée. Donc, on l'applique dans une chambre qui est sombre pour qu'on puisse voir cette fluorescence. Et quand il s'agit d'un pityriasis versicolore dans sa forme pigmentée, donc la peau est plus foncée, les lésions sont plus foncées que la peau normale, on a une fluorescence jaune verdâtre qui oriente, je dis bien oriente, qu'elle ne pose pas le diagnostic, elle l'oriente vers un pityriasis versicolore dans sa forme pigmentée. Nous pouvons également être orientés vers l'érythrasma causé par une bactérie quand on a une pigmentation au niveau des plis des aisselles, donc là on a une fluorescence rose corail, ou une fluorescence blanc cru quand on a des lésions de vitiligo. Donc c'est une lumière qu'on utilise également au laboratoire pour être orienté vers telle ou telle mycose. Donc, après cette lumière de Wood, nous passons au prélèvement. Et là, c'est une étape qui est une étape charnière du diagnostic. Le prélèvement, il doit être guidé parfois par la clinique. Il faut être par la clinique. Il faut prélever également une quantité suffisante. Et il faut prélever au niveau du bon endroit et avec des instruments stériles, adaptés, stériles. Et on va voir un peu cas par cas comment on procède à ce prélèvement selon l'aspect clinique, selon les localisations. Il faut savoir que chaque lésion différente par son siège ou son aspect clinique doit être prélevée séparément. C'est-à-dire, si j'ai un patient deux lésions différentes, que ce soit pour leur siège, elles sont localisées, une au niveau du visage et une autre au niveau des mains. Donc, je prélève séparément. Et j'ai deux aspects différents. J'ai un aspect inflammatoire et j'ai un aspect pigmenté. Je prélève séparément. Donc, chaque lésion différente par son siège ou son aspect clinique doit être prélevée séparément. Et également, il ne faut pas oublier de rechercher les lésions associées. Quand on a des patients qui viennent pour un prélèvement mycologique et l'origine de cette lésion, il y a une autre origine qu'on appelle lésion associée qu'il va falloir rechercher, qu'il va falloir traiter pour éviter les récidives. Donc, nous montrons par exemple chez cette patient une alopécie, donc une lésion érythémateuse squameuse au niveau du front, donc avec l'aspect cerciné, inflammatoire, donc plus évoquant une dermatophysie cercinée, mais quand on regarde bien, on note une alopécie débutante du sourcil. En fait, ce champignon également, il est là pour également causer cette lésion débutante, cette alopécie débutante au niveau du sourcil, car le champignon a envahi en plus de la peau le poil des sourcils. Donc, il faut toujours rechercher ces lésions associées. Par exemple, on a un intertrigo ou interorteil au niveau des pieds. Il faut voir est-ce qu'il s'agit. Il n'y a pas de lésion associée. Donc, c'est une lésion associée, une onychomycose. Donc, nous passons maintenant aux modalités de prélèvement. Comment on fait ce prélèvement? Donc, quand on a une clinique une clinique qui évoque une dermatophytose qui est suspectée, donc nous avons vu tout à l'heure qu'il s'agit de lésions annulaires, inflammatoires, en centre cicatriciel. Donc, la partie, on vous montre là avec la flèche, la partie active vivante du champignon, c'est celle qui est à la périphérie. Donc, c'est là où il faut prélever pour pas créer ce centre qui est cicatriciel. Pourquoi? Parce que le dermatophyte est présent dans la couche coronée qui est à la périphérie parce qu'il se développe de proche en proche. Et l'obtention de celle-ci qui est le but de prélèvement. Donc là, on va montrer une vidéo, je sais pas ce qu'elle va comment nous faisons le prélèvement. Donc là, on voit que nous utilisons un vaccinostyle stérile, donc et une boîte de pétri pour racler à la périphérie cette lésion. Donc pour récolter les squames pour les deux étapes, des squames sur la lame pour l'examen direct et des squames sur la boîte de pétri
pour la culture. Donc, on peut également utiliser des écouvillons quand on voit que, par exemple, on a d'atteinte des plis qu'on appelle, nous appelons intertrigo, que ce soit les grands plis ou les petits plis. Et là, on voit que c'est une lésion macérée, elle n'est pas sèche. Donc là, je vais utiliser un écouvillon au niveau de ces plis, parce que la lésion, elle est humide, elle est macérée. Je peux utiliser de plus l'écouvillon quand je vois que le vaccinostil, quand cela est possible. En revanche, quand il s'agit d'un intertrigo plus qui évoque une dermatopyctose, c'est-à-dire on a une périphérie qui est plus bien limitée, là j'utilise un vaccinostil et de la même logique à la périphérie parce que c'est la zone active de mon champignon. Est-ce que le prélèvement est toujours facile? Non, des fois on a des patients avec des lésions, que ce soit des lésions ce sont des lésions peu poineuses, c'est-à-dire même nous utilisons le vaccinostil, mais nous n'arrivons pas à gratter suffisamment les squames, que ce soit pour l'examen direct et la culture. Là, de plus, nous utilisons le vaccinostil, nous rajoutons après le scotch test cutané et nous utilisons de plus les écouvillons qui vont nous permettre de récupérer les squames fines que nous avons grattées par le vaccinostil. Concernant les lésions bulleuses, donc que ce soit par exemple au niveau palmaire ou quand on suspecte une pustulose néonatale chez les nourrissons, là, qu'est-ce qu'il faut savoir en cas de lésion bulleuse? Il ne sert à rien d'obtenir le liquide par écouvillonnage, car il est stérile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découper le toit de la bulle. Il faut découper ce toit de la bulle, c'est-à-dire récupérer la couche cornée et l'ensemble, et cette couche cornée qu'on va ensemencer sur les milieux de culture. Donc, en cas de lésion cutanée bulleuse, il ne sert à rien d'obtenir ce liquide par écouvillonnage parce qu'il est stérile. Il faut découper le toit de la bulle et le récupérer. Quand il y a un pityriasis versicolore qui est suspecté par des lésions pigmentées ou des lésions dépigmentées, ben, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous utilisons un vaccinostil. Quand il y a une lésion pigmentée, nous grattons. On a ce qu'on appelle les fils de copeaux. Quand la lésion de pityriasis versicolore, elle est pigmentée, c'est-à-dire elle est comme des lésions café au lait, elles sont plus foncées que la peau. Nous raclons, on a ce que nous appelons le signe de copeaux, c'est comme on est en train de racler une bougie. Les squames vraiment tombent facilement. Et c'est un signe également qui oriente vers le pityriasis versicolore. Ce signe-là, nous ne le trouvons pas quand il s'agit des lésions dépigmentées, donc le pityriasis versicolore achromique. Là, nous grattons également par le vaccinostil et puis nous utilisons un scotch test cutané pour sur ces lésions. Donc là, par exemple, on vous montre, on a une lésion qui était une patiente qui est adressée à notre laboratoire pour une pigmentation au niveau du bras. Donc, la lésion, elle est squameuse. Donc, nous faisons également le prélèvement par le vaccinostil. Nous grattons. Donc, c'est la même lésion par le vaccinostil. Quand il s'agit d'un épithélium versicolore dans sa forme foncée, pigmentée, donc il n'y a pas de problème, on a des squames abondantes que nous récupérons sur la boîte de Petri. Mais là, la lésion dépigmentée, elle est plus squameuse et on applique directement le scotch test cutané sur la lésion. Ce scotch, c'est ce qu'on appelle le scotch test cutané. Donc, nous prenons ce scotch test, nous appliquons, nous le collons sur une lame porte-objet. De plus, pour la culture, nous utilisons un écouvillonnage, donc qu'en nous imbibant avec de l'eau physiologique stérile, et pour récolter ces squames fines chez notre patiente. Donc là, nous récoltons des fines squames que nous grattons et puis nous utilisons un vaccinostil, un écouvillon stérile. Donc nous faisons des mouvements, des rotations, en disant en général 20 secondes, c'est 20 fois à peu près, donc pour vraiment récolter le maximum de ces squames qu'on va utiliser pour l'ensemencement. Quand une folliculite est suspectée, là, on sait très bien que cette folliculite, surtout causée par la lésion du malacésia, elle résulte d'une obstruction du follicule pilosébacé. Et là, il faut récupérer ce bouchon. Comment on les récupère? C'est en faisant un forage. Le forage du follicule, par l'utilisation d'un vaccinostil stérile. Donc, il faut récupérer ce bouchon.
par un forage du follicule avec un vaccin hostile. Il faut décaper le follicule pour les sous-bassés obstrué par ces levures. Donc, on va examiner après entre l'âme et la mêle. Quand on a une dermite séborrhéique qui est suspectée, donc là, c'est des lésions érythémateuses squameuses, le prélèvement est facile, un grattage avec un vaccin hostile. Nous pouvons également de plus utiliser un microbion humidifié. Donc là, après, donc, quand on termine le prélèvement, nous passons à l'examen direct. L'examen direct qui est une étape incontournable de la démarche diagnostique. Pourquoi? Parce qu'elle est indispensable pour mettre en évidence le champignon sous forme pathogène. Donc, on le voit directement au niveau des lésions. Et là, le résultat pour le clinicien est un argument fondamental de diagnostic positif. En quelques minutes, on rend le diagnostic direct, l'examen direct le même jour. En quelques minutes, associé à une clinique et permet de débuter un traitement antifongique. Donc, comment on fait l'examen direct? Donc, les utilisant un éclaircissement. Donc, l'éclaircissement, c'est le KWAS entre 10 à 30%. Nous rajoutons à ce KWAS du noix chlorazole. Donc, c'est ce que nous utilisons dans notre laboratoire. Le scotch test, il est directement. Les écouvillons également. Donc, sont lus. La goutte de l'eau physiologique stérile est mise entre la lamelle pour une lecture. Donc, pourquoi le noix chlorazole? Parce que le noix chlorazole est doté d'une affinité sélective pour la chitine de la paroi fongique. Donc, il colore spécifiquement en bleu-vert, en milieu potassique, qui est la KWAS entre 10 à 30%, les éléments fongiques. Il laisse apparaître grises les cellules kératinisées en éliminant le maximum des artefacts et il permet de voir, même quand il y a une faible densité des éléments fongiques. Il est possible de chauffer la lame, oui, pour accélérer l'éclaircissement, mais il faut éviter un éclaircissement excessif. Les résultats dans les examens directs, donc on peut avoir un examen direct positif ou négatif. Un examen direct positif, des filaments mycéliens, des levures bourgeonnantes. Un examen négatif, c'est-à-dire absence d'éléments fongiques, mais ce résultat n'écarte en aucun cas le diagnostic d'une mycose. Donc là, on va vous montrer quelques aspects des examens directs. Donc, sur ces deux photos, donc il y a la présence des filaments mycéliens qui sont plus ou moins réguliers, cloisonnés de 3 à 4 micromètres de diamètre. Et là, ce type de filament évoque un dermatophyte. Nous pouvons également trouver des filaments mycéliens qui sont irréguliers, qui sont larges, qui sont ramifiés. Et là, ça évoque plus les champignons, ça profite de l'environnement, les moisissures. Les levures également, on peut trouver des levures, ce sont des levures qu'on appelle blastospores, sous forme arrondie, ovalaire, de 4 à 8 microns de diamètre. Le bourgeonnement est un signe de pathogénicité, c'est-à-dire il y a une multiplication anormale de ces levures. La présence de filaments mycéliens est en faveur de la pathogénicité des candidats, parce que quand la levure elle est sur la peau, même l'espèce commence à de la peau, donc là, la levure elle est à l'état de levure. Donc la filamentation est en faveur de pathogénicité de candidats. Concernant le PTRS versicolore, l'examen... Professeur Bessaïd, pardon, excusez-moi. Oui. S'il vous plaît, les gens qui sont en train de faire les traits, les photos, s'il vous plaît, sur les slides, s'il vous plaît, arrêtez. Allah yahfadkom. Professeur, s'il vous plaît, veuillez désactiver les annotations le PC de partage d'Acom. S'il vous plaît. Donc, je vais désactiver les annotations. Je vais appeler une annotation désactivez là. S'il vous plaît, les participants, ils sont Allah yahdikum, bark. Annotation. Désactiver les annotations. Là, je vais annoter. Puisque c'est vous qui faites le partage, alors automatiquement, je ne peux pas désactiver. Là, je vais appeler l'informaticienne. D'accord, كملي la communication avec professeur, je vais l'appeler moi-même et je m'excuse. Je vous en prie. Merci, يعطيك الصحة. تفضلي كملي أنا معك تفضلي.
Alors, donc, Bonjour, chers collègues. Bonjour. bonjour, ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Je m'excuse, شوفي من قبل je voulais pas intervenir, mais c'est vraiment خلاص ولات Non, c'est trop. trop بزاف. Voilà. Il faut désactiver les annotations تما عندكم parce que انتم راكم ديروا le partage. Laquelle là, laquelle هذه. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est pas normal, ça. Vous arrivez à voir Oui, c'est bon, c'est partagé. les annotations. Alors, le temps en bloc. On s'excuse pour les participants. La غالب je devais intervenir parce que خلاص ما ولا les slides ما ولاوش يبانوا. Je sais pas واحد يجي يقرا ويقعد يدير لي تري ما فهمتش. Bon, ça continue quand même. Alors, je vais appeler tout de suite le formaticien. Donc, c'est pour former ça. Code de tenir pour. Hein? Non, justement. Alors, donc, vous voyez, ça, c'est partagé, c'est ça? Oui, c'est Vous partagé. arrivez à voir le... Oui, c'est partagé. Très bien. ديريها باك en plein écran. Sinon, معليش, je vais appeler l'informaticien le temps تكمل professeur. Je vais l'appeler tout de suite. Voilà, تكمل له. D'accord. Voilà, d'accord. Alors. Professeur, تفضلي. Alors, j'invite les participants à ne pas mettre ces couleurs, pour ne pas dire autre chose sur nos diaporamas. Merci. Professeur, s'il vous plaît, dites-nous en plein écran ou vous pouvez retourner le slide que vous avez fait. Normalement, on a utilisé directement. Alors, partager. C'est ça. On s'excuse auprès des autres participants. معليش كملي professeur, كملي donc le temps تجي l'informaticien. هكا باش ما Mais là, je pas le grand écran. Ça ne vient pas. Ah oui, ça va. C'est bon, très bien. C'est partagé. Alors, s'il vous plaît, ما نزيدوش نتعطلوا. S'il vous plaît, واحد ما يزيد يدير لي تري فوق لي سلايد. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Professeur, c'est bon pour vous? Oui. Aya, تفضلي. Merci. Donc, nous disons que pour l'hôpital versicolore, le diagnostic, l'examen direct est pathognomonique par la présence des cellules regroupées en grappes de raisin, associées au noir des filaments. Donc, quand on a une dermite séborrhéique, on ne trouve pas des filaments mycéliens, on trouve que c'est des levures qui sont en amas. Quand il s'agit de la folliculite, comme c'est ce follicule qui est obstrué, donc on voit que ce sont des levures qui sont... Ça continue toujours. Hein.
Alors, ce sont des levures arrondies, formant une gaine autour des poils et du V. Donc, les résultats de l'examen direct sont rendus le même jour, quel que soit qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand il n'a que quelques présences de levure, donc il faut être vigilant parce que la présence de levure seule peut signifier un simple portage, donc il faut absolument compléter par la culture et la clinique. Un résultat négatif ne permet pas d'écarter définitivement le diagnostic d'une mycose. Donc, comment faire cet examen direct? Pourquoi? Donc, quel que soit l'examen direct qui va, que ce soit montré des filaments mycéliens ou de levure et qui soit négatif, donc nous passons à la culture. La culture, elle est indispensable, quel que soit le résultat de l'examen direct. Pourquoi? Parce qu'elle peut redresser un examen direct négatif, c'est-à-dire un examen direct négatif, mais la culture qui va montrer finalement c'est un examen direct faussement négatif. Donc, on augmente la sensibilité d'examen direct. Elle permet d'identifier le champignon. Elle permet la numération des levures pour qu'on puisse trancher est-ce qu'il s'agit d'un portage commensal ou d'un portage infectieux, et la réalisation de l'antispongiogramme pour quelques cas vraiment quand il s'agit de mycose cutanée. Comment faire cette culture? Nous utilisons les milieux d'isolement, saborochlorophénicol et saboroxydienchlorophénicol. L'asepsie rigoureuse, elle est obligatoire. Nous mettons 5 acides de peau pour des squames, badigeonnés et éprouvions. Nous utilisons de préférence des tubes à vis, contrairement aux boîtes de pétri. Nous laissons, donc nous gardons dans une boîte dans les tubes réglés à 25, entre 25 et 30. Donc nous utilisons des étuves à 27 degrés. Pendant 48 à 72 heures, jusqu'à un mois, selon les types de champignons. Donc, nous pouvons après discuter de tout cela parce qu'il va y avoir, c'est la même conduite concernant les teignes ou les onychomycoses. Donc, nous pouvons après, quand on fait le débat, parler un peu de ces temps d'incubation. Concernant le Malassezia, si nous voulons faire une culture de Malassezia, donc il faut vraiment une température entre 32 et 34, donc de préférence 32. Il faut savoir que l'actidione inhibe aussi inhibe de plus, en plus des moisissures, quelques levures. Par exemple, le Candida parapsilosis, quand il ne va pas pousser sur le saboroxydienchlorophénicol. Et en présence de l'actidione, par exemple, le Candida albicans résiste, donc il va pousser sur en présence d'actidione. Il faut savoir que finalement, pour le résultat de la culture, soit on a des levures qui ont une vitesse de croissance qui est rapide, qui peut être identifiée par des critères physiologiques, biochimiques, donc on a des galeries d'identification, ce qui rend leur étude relativement simple. Donc on a une levure, en 24-48 heures, maximum 72 heures, donc on a une pousse, on va l'identifier. À l'inverse, les champignons filamenteux de développement qui sont en un développement plus lent, ont des caractères physiologiques plus difficiles. Et là, ils sont plus identifiés par leurs critères morphologiques, macroscopiques et microscopiques. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Oui, actuellement, on a la biologie moléculaire, la spectrométrie de masse de type Malditov, qui permettent une identification plus rapide et fiable, mais elles restent, ce sont des techniques qui ne sont pas vraiment utilisées en routine. Donc, comment interpréter? Donc, on a, donc, au lieu d'identifier, on a la morphologie qui peut orienter ou confirmer le diagnostic de levure. Par exemple, le genre Candida, on va étudier des critères phénotypiques, le test de germination, donc la filamentation, est-ce qu'il y a des chlamydospores ou non. On a également des galeries commerciales, des milieux chromogéniques, donc on a des cultures qui vont varier selon le type de champignon. Pour le genre Malassezia, c'est la lipodépendance. Donc cette levure, elle ne va pas pousser si on ne rajoute pas de l'huile d'olive, par exemple, donc un milieu enrichi de lipides. Pour l'identification, donc on voit ici, par exemple, on fait les tests de chlamydosporulation sur le milieu rice stream. Donc, et là, si on trouve des chlamydospores, on pose le diagnostic de Candida albicans ou Candida dubliniensis. On peut avoir également les tests d'assimilation de sucre, que ce soit manuel, oxacolore automatisé par le VITEC. Pour la codépendance également pour le Malassezia, on voit ici qu'il n'y a pas de pousse sur saborochlorophénicol et saboroxydienchlorophénicol, mais on a une pousse sur le saborochlorophénicol enrichi de l'huile d'olive. On peut avoir comme résultat également de culture le trichosporum, comme on l'identifie par ces colonies qui sont
crémeuses et glabres ils vont devenir cérébriformes. Et microscopiquement, ce sont des blastospores allongés ou cylindriques, associés à des filaments et des pseudomycéliens et des arthrospores. Il y a des situations, donc quand on isole un dermatophyte, là c'est l'aspect macroscopique et l'aspect microscopique. Donc on prend l'aspect macroscopique qui va orienter vers tel ou tel dermatophyte et l'aspect microscopique également. On voit les filaments, les microconidies, les macroconidies, les ornementations, pour qu'on puisse identifier ce dermatophyte. Il y a des situations, mais sur milieu saborochlorophénicol actidione, on peut pas avoir ces critères d'identification, on n'a pas ces fructifications, et là, on passe alors à un repiquage sur les milieux d'identification qui vont permettre une sporulation, tel que le milieu de Borelli, au milieu de l'actrinelle que nous utilisons en routine. Donc là, on vous montre quelques aspects des champignons filamenteux. C'est un Trichophyton rubrum, Trichophyton integrophytes ou le Microsporum canis. Vous allez un peu revoir ces champignons, même avec l'intervention de Dr Arach et Dr Bellamine. Donc, ce sont les dermatophytes qu'on rencontre en plus en pratique quotidienne. Donc, quand on identifie un dermatophyte, il est pathogène. Donc là, par contre, il y a quelques actualités sur la taxonomie des dermatophytes qui est le plus rencontré en pratique. On pouvait trouver sur quelques articles, par exemple, Nanisia gypsea, en fait, c'est le Microsporum gypseum. C'est une nouvelle taxonomie des dermatophytes. Nanisia persicolor pour Microsporum persicolor. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de Trichophyton interdigitale, de Trichophyton mentagrophytes. Morphologiquement, on ne peut pas vraiment trancher, donc c'est la biologie moléculaire qui va trancher entre les deux. Pour Trichophyton interdigitale, il est anthropophile et Trichophyton mentagrophytes est zoophile. Il faut toujours rester quelques actualités, il faut être vigilant parce que on parle d'un Trichophyton mentagrophytes endotinea qui résiste à la terbinafine. Il n'est pas encore signalé en Algérie, mais il est signalé dans le sous-continent indien. Donc, quand on a ce voyage en sous-continent indien, un patient qui présente des lésions, sur ces lésions, nous isolons Trichophyton mentagrophytes. Là, il faut penser à ce Trichophyton mentagrophytes endothenia. Donc, c'est le même aspect macroscopique et microscopique avec le Trichophyton mentagrophytes interdigitale. Et par contre, on a quelques différences. Donc, sur l'aspect clinique, donc c'est plus étendu et on a cette résistance à la terbinafine. Les moisissures, est-ce qu'on peut isoler? Oui. Donc, l'aspergillus, le pénicillium, le fusarium, et là, c'est l'aspect macroscopique et microscopique de ces champignons. Donc, maintenant, comment interpréter ces résultats? Il faut qu'il y ait une concordance entre l'examen direct, entre la culture et la clinique. Alors, quand on isole un dermatophyte, le dermatophyte, on a dit qu'il est pathogène. L'espèce identifiée du dermatophyte doit être précisée en accord avec les données épidémiologiques. Par exemple, si on a des lésions de la peau, donc on isole épidermophyton flocosum, c'est concordant. Mais si il s'agit d'un prélèvement d'angle, c'est discordant. Donc, il y a une concordance entre la clinique et le dermatophyte que nous avons isolé. Il faut qu'il y ait une concordance avec les données épidémiologiques. Donc, on parle de souche plus anthropophile quand il s'agit des parties couvertes du corps. Par exemple, pour un intertrigo interorteil, il serait plus juste de dire Trichophyton interdigitale que de dire Trichophyton mentagrophytes qui est zoophile. Donc, on isole plus au niveau des parties découvertes du corps. Maintenant, il reste quelques situations où on isole des dermatophytes telluriques, tels que l'Anesia gypsea, Microsporum gypsea. Donc là, on l'incrimine avec la clinique, un examen direct positif et la culture également. D'autres saprophytes du sol. D'autres saprophytes du sol colonisent temporairement la peau. Et là, il faut vraiment cas par cas parce que en général, on l'élimine par un symptom oven.
Donc, il est là. Concernant les levures, donc quand on a une levure qui est isolée en dehors de son site habituel, par exemple Candida albicans, qui est isolée au niveau de la peau, là c'est pathogène parce qu'on n'a pas de Candida albicans sur une peau saine. En revanche, quand la levure est isolée au niveau de son site habituel, naturel, tel que par exemple Candida parapsilosis, là la pathogénicité elle tient compte de plusieurs éléments. Il faut qu'un examen direct soit positif, la culture abondante et pure, et l'aspect clinique est en faveur. Également, nous pouvons prendre également le terrain du patient. Il faut répéter l'examen mycologique pour confirmer, donc au moins un deuxième prélèvement pour confirmer afin d'incriminer par exemple Candida parapsilosis, trichosporan au niveau des atteintes cutanées. Pour concernant les moisissures, les critères sont rigoureux. Et, des critères rigoureux sont requis pour impliquer la moisissure comme agent pathogène possible. La culture doit être pure et présente à tous les points d'ensemencement. De dermatophyte. En l'absence d'un dermatophyte n'a poussé et que cette moisissure n'a pas masqué un dermatophyte. Et l'examen direct, il faut qu'il soit positif. Donc, examen direct montrant des filaments compatibles et il est indispensable de répéter l'examen mycologique avec un grand soin avant de porter le diagnostic d'une mycose à moisissure. Donc, finalement, pour conclure, donc, les mycoses de la peau est un problème, c'est un motif fréquent de consultation. Non seulement en plus d'un problème esthétique, il peut être un handicap social, voire professionnel, avec un retentissement psychologique. Le diagnostic clinique est difficile et pose problème de diagnostic différentiel avec d'autres dermatoses. Le traitement des mycoses est de longue durée, parfois coûteux. De l'intérêt avant de prescrire un antifongique, avant de poser le diagnostic d'une mycose cutanée, il faut faire un examen mycologique avec une bonne démarche diagnostique, en ayant des renseignements cliniques et épidémiologiques, afin de préciser l'agent fongique, de prescrire le bon traitement, de s'assurer de la guérison complète avant l'arrêt de traitement, afin d'éviter les lésions récidivantes, voire chroniques, et de dépister et traiter rapidement la survenue des récidives. Et pour cela, il faut une collaboration vraiment étroite entre le clinicien et le biologique. Voilà, merci pour votre attention. Et là, sans trop tarder, je donne la parole à notre collègue Dr Arash. Ok, à la fin, à la fin. Oui, je l'ai dit après. Ah, c'est le partage. الله تخليها نخليهم extrait. C'est celle-là. Bien compris, partagé. Voilà. Alors, je vais enlever un peu, je vais jouer sur place. Vous avez compris l'introduction? Non, non, on dit là. Je commence. Oui, bien sûr. On continue. On est à la fin de la discussion.
Bonjour tout le monde. Donc, on enchaîne avec Cure Chevelu. Donc, je remercie le professeur Saïd pour son introduction surtout et l'introduction qu'elle a faite. Elle a détaillé le prélèvement cutané. Donc, j'entame le cuir chevelu et après vient ma collègue pour les ongles. Donc là, il faut savoir en mycologie médicale, donc il y a plusieurs agents qui peuvent être responsables qui touchent le cuir chevelu. Donc on a une diversité clinique et étiologique. L'étiologie la plus fréquente, c'est les taignes de cuir chevelu. Donc les taignes sont causées exclusivement par les champignons filamenteux appelés dermatophytes. Donc il n'y a que les dermatophytes qui peuvent donner ce qu'on appelle les taignes. On a un autre agent, c'est le genre Malassezia, une levure. Elle est beaucoup plus présente sur la peau, mais on peut avoir ce qu'on appelle un pityriasis capitis. Donc, les levures du genre Malassezia peuvent toucher le cuir chevelu. Rarement, on peut avoir candida sur le cuir chevelu. Et dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle folliculite candida. Ça touche sur tous les toxicomanes. Cryptococcus peut être aussi isolé à partir du cuir chevelu. Trichosporon, ma collègue professeur Bassaïd a parlé de trichosporon pour la peau, donc le même cas, mais cette fois-ci, on aura une entité clinique particulière appelée fièvre blanche. Là, c'est juste pour attirer votre attention concernant quelques parasites. Donc, on peut retrouver des poux sur le cuir chevelu. Accidentellement, donc on était surpris au laboratoire au moment de faire le prélèvement. On trouve des œufs d'Enterobius vermicularis, mais cette fois-ci, c'est véhiculé surtout chez les enfants par les ongles à partir de l'anus. Et on peut observer même des acariens, comme le Demodex. Mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Donc là, on va surtout, on va traiter les mycoses. On commence par les taignes de cuir chevelu. Donc les taignes de cuir chevelu sont dues exclusivement aux dermatophytes. C'est un problème de santé publique, ça touche beaucoup plus les enfants. C'est un motif fréquent de consultation, comme pour la peau, les ongles. Les taignes de cuir chevelu sont contagieuses et dans certains pays, à déclaration obligatoire. Donc en Algérie, donc je demande à mes collègues en général, on déclare pas les taignes en Algérie. Là, je reprends ce qu'elle a dit, professeur Bassaïd, à la fin de sa présentation. Elle a parlé de retentissement psychologique. C'est vrai, on peut garder, surtout pour la teigne favique, on garde une plaque alopicique à vie. Les enfants, certains pays, on aura une éviction scolaire. Et chez la femme, surtout un problème esthétique. C'est quoi ces agents responsables des taignes? Donc, c'est exclusivement, je répète, c'est très important. On ne peut pas dire teigne si on n'y voit pas un dermatophyte ou si on ne voit pas un pseudoparasité à l'examen direct. Donc, ce sont des champignons filamenteux, kératinophiles, kératinolytiques, sensibles à la griseofusine et sécrètent des substances antigéniques, tréchophytine et épidermophytine. Là, il faut savoir, il y a plusieurs origines. Pourquoi j'évoque cette origine? C'est pour remonter à l'origine de contamination. Donc, il y a des espèces zoophytes qui touchent les animaux. Donc, surtout, l'exemple type le plus isolé en Algérie pour les taignes, c'est le Microsporum canis. On a ce qu'on appelle des espèces anthropophiles. Donc, la contamination, elle est interhumaine. L'exemple type pour les taignes, c'est Trichophyton violaceum. Donc, pour la peau, les ongles, en général, c'est Trichophyton rubrum. Mais pour les taignes, c'est Trichophyton violaceum.
On a quelques espèces géophiles. L'exemple typique, c'est Gypsium et Mentagophytes. Microsporum Gypsium et Trichophyton Mentagophytes. Là, il faut savoir que pour les dermatophytes, il n'y a que deux genres qui sont responsables des thèmes. On a Microsporum et Trichophyton. Pour la clinique, donc là, on évoque une thène devant toute plaque physique. On a ce qu'on appelle les thènes tendantes. Donc, ça évoque une chute des cheveux et par la suite, formation d'une plaque alopécique. La thène tendante peut être microsporique. Donc là, on a une grande plaque. Voilà, jusqu'à 5 cm. C'est la thène, on a une seule plaque. Grande plaque, c'est une thène tendante microsporique. Une thène trichophytique, on a plusieurs petites plaques, en général de 1 cm de diamètre. Donc là, on peut évoquer une thène trichophytique. On a ce qu'on appelle les thènes inflammatoires, structurées. Donc on a une thène, on a l'impression qu'elle est surinfectée avec présence du pus. Ici, vous le voyez, ce sont des thènes inflammatoires. Et en général, si on fait un examen clinique, on peut retrouver des adénopathies au niveau du cou qui accompagnent la thène inflammatoire. Et là, c'est très, très rare, on peut avoir une thène favique. En général, avec notre expérience, personnellement, j'ai jamais vu une thène favique. Et là, le danger de cette thène favique, c'est qu'elle laisse une plaque alopécique irréversible. Voilà. Des fois, on peut avoir des lésions atypiques. Les lésions atypiques, en général, au début de la lésion, par exemple, quelques jours d'évolution, donc la lésion n'est pas encore typique. Si le patient commence un traitement antifongique, donc là, on risque d'avoir un résultat négatif. Là, on va juste citer les principaux agents responsables. Donc, on a géré, je me base sur je ne vais pas citer toutes les espèces. Pour la thène tendante à grande plaque d'alopécie, on a Microsporum canis. Là, il est isolé en premier lieu, on a géré. Pour la thène tendante à petite plaque, c'est trichophytique, on a Trichophyton violaceum. Là, il faut faire attention, par exemple, pour les Africains, avec tout ce qu'on reçoit, on a géré, on peut isoler sous d'un inceste cette population. Pour la thène inflammatoire, c'est l'exemple type, c'est le Microsporum gypsium. Et la thène favique, on a une seule espèce, elle est rarement isolée, c'est Trichophyton chernini. Quelles sont les étapes du diagnostic mycologique? Donc, en général, le professeur Bataïd a très bien détaillé les étapes. Donc, c'est les mêmes étapes pour n'importe quel prélèvement en mycologie. Donc, on commence par l'interrogatoire. On doit faire un très bon interrogatoire, un interrogatoire complet. Là, pour remonter à la source de contamination, surtout concernant les dermatophytes, et pour rechercher les facteurs de risque. Après, on fait un examen clinique. C'est quoi l'objectif de l'examen clinique? Donc, on recherche s'il y a des lésions associées. Donc là, on est obligé de prélever chaque lésion à part. On peut penser comme pour les prélèvements cutanés pour faire passer la lésion sous lampe de Wood pour une orientation. On recherche une fluorescence qui peut nous orienter vers certains types de thèmes. Après, on commence le prélèvement. On va rappeler rapidement les conditions de prélèvement. Après, les étapes très, très importantes, primordiales, examen direct, culture obligatoire, identification de l'espèce isolée et interprétation à la fin. Donc, on commence par l'interrogatoire. Donc, on a en général une fiche de renseignement qui contient bien sûr l'identité, la profession du patient pour les adultes. Le traitement, professeur Bataïd a insisté sur ça et j'insiste toujours. Pourquoi? Parce on peut avoir des faux négatifs si le patient a déjà commencé son traitement antifongique. Donc là, le délai, on doit respecter le délai, en général 1 mois et des fois jusqu'à 3 mois. Notion de voyage, présence d'animaux, surtout chats, chiens, le lapin, même actuellement, l'hamster par exemple. Là, il peut véhiculer le dermatophyte. Certaines activités sportives, antécédents pathologiques. Là, pour des antécédents, diabète, par exemple, la corticothérapie, l'immunosuppresseur, ce genre de facteurs de risque à rechercher surtout chez les adultes. Là, parce qu'on peut avoir une thène de l'adulte, mais sur un terrain fragilisé.
car la thème touche en général les enfants, mais pour les adultes, il faut qu'il y ait des facteurs de risque favorisants. On est obligé de demander s'il y a des lésions similaires dans l'entourage, dans la famille, par exemple dans les crèches, les écoles, les voisins, les cousins. On recherche, on note l'aspect de la lésion, c'est très important pour la thème, par exemple à peu près le diamètre de la lésion. Est-ce qu'elle est s'agit d'une plaque alopécique? Est-ce qu'elle est inflammatoire? Est-ce qu'elle contient du pus, une croûte? Est-ce qu'il est érythémateuse, inflammatoire? Le nombre de lésions, une lésion, 2, 3, le diamètre de chaque lésion. On recherche les lésions associées, surtout on examine les angles des mains. En général, une association angle-main et thème cuir chevelu. Et on note la date de début de ces lésions. Après, on fait examiner le patient donc sous lampe de Wood. Donc là, il faut noter que cette fluorescence verdâtre. Donc là, il faut mettre la lampe sous tension au moins 1 minute avant de commencer l'examen. Dans l'obscurité, là, le cuir chevelu doit pas être, il doit être vierge de toute molécule, par exemple les crèmes, shampoings récents et tout, car on risque d'avoir des fluorescences faussement positives. Pour la teigne, la fluorescence elle est positive. Pour les teignes microsporiques, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, je vous montre cette photo. On a des cheveux très très courts qui sont fluorescents. Dans ce cas-là, on est orienté vers une teigne microsporique. Les teintes fabriques, on voit la fluorescence verdâtre sur toute la longueur du cuir, la longueur du cheveu malade. Et pour le pityriasis capitis, quand il s'agit de malacésia, la fluorescence cette fois-ci, elle est jaune verdâtre, en clair et sans fluorescence des cheveux. Donc c'est la peau qui est fluorescente. Il faut noter que la fluorescence négative n'élimine pas le diagnostic de la teigne. La teigne inflammatoire et la teigne trichophytique, elle n'est pas fluorescente sous lumière de Wood. Après avoir examiné par le cuir chevelu, donc on est orienté surtout pour la teigne microsporique, on est obligé de respecter les endroits fluorescents. Donc on aura un très bon prélèvement qui va être sans doute positif si on a un cheveu fluorescent. Après on passe au prélèvement. Là, je vais faire un petit rappel concernant les conditions de prélèvement. Donc, il doit être fait en dehors de tout traitement. On insiste sur ça. Le traitement, il est coûteux et là, ça va fausser le résultat. Donc, de préférence, il faut toujours, c'est pas de préférence, on est obligé de commencer par un prélèvement mycologique avant de commencer un traitement antifongique ou une corticothérapie. De préférence, on ne doit pas se laver le cuir chevelu pendant 3 jours. Donc, c'est pas le cas pour les onychomycoses. Pour les ongles, on est obligé de se laver les pieds. Par contre, pour le cuir chevelu, de préférence, on se lave pas pendant 3 jours. On fait un bon interrogatoire, donc on doit bien remplir la fiche de renseignement, donc déjà vu. Le matériel doit être stérile et on se guide de la lampe de Wood. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour le matériel? Donc, le matériel doit être stérile. Donc, professeur Bassaï vous a montré, en général, c'est le même matériel. Qu'est-ce qu'on rajoute? Donc là, j'ai le vaccinocyle, la curette. On a rajouté pince à épiler, les écouvillons. Tout doit être stérile et une boîte de pétri pour récolter les squames pour la culture. Bien sûr, la lame pour objet et l'éclaircissement. Donc là, on commence par le prélèvement. Il faut savoir que le prélèvement doit être bien fait par un personnel qualifié, expérimenté. Donc là, si on rate le prélèvement, on va rater l'examen mycologique. Donc, on travaille devant le bec benzène, on respecte les précautions d'usage de stérilité, on récupère le maximum de matériel biologique, on fait en général plusieurs lames, minimum 3 lames, des fois pour les tels inflammatoires, on peut aller jusqu'à 10 lames. Et pour prévenir les lésions associées, chaque lésion à part, et on insiste sur les influorescentes sur rayonnement UV, donc de haut. Comment on prélève? Donc là, le prélèvement, il diffère selon l'aspect de la lésion. Donc, si vous vous rappelez, on a vu les thèmes trichophytiques, les thèmes microsporiques, les thèmes faviques et les thèmes inflammatoires. On va commencer par ce qui est plus fréquemment rencontré en Algérie, on a les thèmes microsporiques. Comment on va prélever la thème microsporique? Donc, ce sont des grandes plaques alopéciques
plusieurs centimètres. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va gratter toute la lésion. Là, c'est pas comme le prélèvement cutané. Pour le prélèvement cutané, on va se baser sur la périphérie de la lésion. Par contre, pour le prélèvement de cuir chevelu, donc, en général, on racle surtout le centre de la lésion. Après, on va utiliser la pince à épiler. On récolte les cheveux très courts au sein de la plaque alopécique. Et de préférence, on rajoute toujours un écouvillon à la fin pour récolter maximum de soins. Donc là, vous avez on va voir une vidéo. Là, c'est pour vous montrer comment, donc la pince, on va récolter quelques cheveux au sein de la plaque. Là, c'est le grattage. On gratte toute la surface de la plaque et on plissant sur le centre. Et on va finir par un écouvillonnage de la lésion. Donc, on va humidifier l'écouvillon, on va l'imbiber dans quelques gouttelettes d'eau physiologique stérile et on va le badigeonner sur toute la lésion. Voilà. Et surtout, ça va augmenter la chance de trouver une culture positive. C'est pas pour l'examen direct, car pour l'examen direct, on recherche les cheveux parasités, mais l'écouvillonnage, ça va nous servir surtout pour la culture. Concernant les tiers trichophytiques, donc là, je résume. C'est microsporique, donc là, c'est le grattage et la pince à épiler et on peut rajouter un écouvillon. Pour la tiers trichophytique, là, le plus important, c'est le grattage. Donc là, on a besoin vraiment de la pince à épiler. Pourquoi? Quand on gratte les petites plaques pour la tiers trichophytique, on va avoir, donc là, comme on gratte, donc là, on gratte toute la surface de la lésion. On récolte maximum de squam avec le bistouri, avec le vaccimocyle sur la lame. On fait la même chose sur la boîte de pétri pour la culture. Et on aura ce qu'on appelle les points noirs pour la pierre trichophytique. Quand on gratte, donc là, il faut examiner ces points noirs. En fait, c'est quoi ces points noirs? Ce sont des cheveux englués dans les squames, à leur émergence ou emprisonnés dans les croûtes de petite taille. Donc, il faut souvent gratter le cheveu avec une curette pour les mettre en évidence. Après, on va les examiner entre la mélamelle et même pour la culture, on va les mettre en culture. En général, on examine le point noir, on est sûr que c'est un cheveu parasité. Ça va être vraiment positif, ça va nous orienter. Pour les inflammatoires, là, juste pour dire que le prélèvement des tiennes inflammatoires, il est difficile. Pourquoi? Premièrement, c'est douloureux. Donc, le patient en général, des lésions inflammées qui font mal. Autre chose, le cheveu parasité, on perd le cheveu parasité avec la réaction inflammatoire. Donc, on retrouve rarement un cheveu parasité pour les tiennes inflammatoires. C'est très difficile de mettre ça en examen direct. Là, donc, on prélève, si on se gratte et on gratte, c'est douloureux. Et on est obligé d'utiliser des écouvillons pour récupérer le pus, donc ce qu'il y a dans ces vésicules-là. Là, il faut dire qu'au laboratoire, franchement, quand il s'agit de tels inflammatoires, on galère, on fait plusieurs lames, jusqu'à une dizaine de lames pour retrouver un cheveu parasité. Donc là, on est obligé de rajouter un écouvillon stérile, humidifié à la fin pour l'examen direct et la culture. En général, l'examen direct peut revenir négatif. Là, il faut garder le contact avec le patient et dès qu'il y a une culture positive, on contacte le patient. Les tests services sont vraiment exceptionnels, surtout en Algérie, dans nos jours. Donc, cliniquement, on aura ce qu'on appelle le goût des phagies. Donc ça, on va rappeler, on va utiliser une curette et on ramasse ce qu'il y a à l'intérieur pour trouver le cheveu parasité et on finalise toujours par un écouvillonnage. Des remarques très importantes concernant le prélèvement. Donc là, quand on est aidé par la lampe de Wood, il faut cibler les cheveux plus récents par la lumière, ça facilite le diagnostic. On prélève toutes les lésions et on recherche des localisations associées. Il faut faire plusieurs lames. Il faut toujours appliquer un écouvillon sur la plaque d'alopécie, surtout quand il s'agit d'une peine inflammatoire et microsporique. On prélève en quantité suffisante pour la culture.
Une boîte de Petri en général, ce qui est préférable, c'est les boîtes en verre. Mais là, on n'a pas vraiment les moyens. On utilise toujours les boîtes en plastique. Et il faut toujours penser à garder une quantité de prélèvements. Le fait d'avoir des discordances, par exemple, l'examen direct positif, semences, après 15 jours, j'ai rien sur l'étude. Donc là, j'ai gardé déjà des prélèvements, je refais l'ensemencement. Là, de préférence, il faut toujours garder une quantité de prélèvements. Donc là, on a vu les prélèvements selon la clinique, concernant les thèmes microsporiques, trichophytiques, phasiques et inflammatoires. On va voir comment on va examiner ce prélèvement. Donc, le professeur Bassaï, donc en général, c'est la même démarche. On a un éclaircissant, mais cette fois-ci, on préfère le lactophénol par rapport au norchlorazole. Pourquoi? Le norchlorazole va abîmer le cheveu. Donc là, le lactophénol va préserver le cheveu. Donc, on va lire en utilisant l'éclaircissant. On fait un passage léger sur une bonne flamme avec benzène. Donc là, c'est les spoilers récoltés. Là, au laboratoire, on utilise le norchlorazole, mais de préférence lactophénol. On va mettre une lamelle. On fait un léger passage sur la flamme avec benzène et on observe au 10 et au 40. Donc au 10, déjà, on peut retrouver le cheveu parasite. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? On peut retrouver quelques spores, quelques filaments mycéliens, mais pour le cuir chevelu, on est obligé de retrouver le cheveu parasité. Donc, qu'est-ce qu'on est censé retrouver à l'examen direct? Donc là, on a un cheveu sain. Donc, c'est ça le cheveu sain. Donc, limite bien respectée, il n'y a rien à l'intérieur. Ça, c'est le cheveu sain. C'est pour l'aspect d'un cheveu parasité. Donc là, c'est rempli de spores à l'intérieur. On peut dire, on sac de noix. Donc là, les limites sont bien respectées du cheveu. Et là, on a, ces spores-là, c'est la fragmentation des filaments mycéliens. Donc, les filaments mycéliens vont s'articuler, donc ils vont donner des spores. On a l'impression d'avoir un sac de noix. Donc ça, c'est une perle qu'on donne trichophytique. Là, on a fait microsporique. Donc, on a le cheveu parasité à l'intérieur, on a quelques filaments mycéliens, on a des spores. Et à l'extérieur, on a deux couches de part et d'autre des couches externes. Donc là, c'est terme microsporique. On peut retrouver quelques spores à l'intérieur, quelques filaments mycéliens. Là, il faut vraiment faire autre langue pour retrouver le type de parasitisme. Et là, c'est phasique, on voit ça, c'est très très rare. On trouve quelques cheveux avec des bulles d'air après éclaircissement. Donc là, c'est les 5 types de parasitisme pilaire. C'est la chaîne endotrix. Donc, la paroi, elle est respectée et à l'intérieur. Le cheveu, il est parasité uniquement à l'intérieur, c'est la chaîne endotrix. Chaîne avec quelques filaments à l'intérieur. Et ça, les 3 types, ce sont des chaînes endo-ectotrix. La chaîne endo-ectotrix microsporique, on a 2 couches complètes de spores à l'extérieur. La chaîne microsporique, on a quelques chaînettes de spores à l'extérieur. Demain, c'est la chaîne microïde. La mégasporique, c'est la même chose. Sauf la différence entre microïde et mégaspore, c'est le diamètre des spores. Donc là, en général, mégaspores, c'est des gros spores jusqu'à 4 microns. Et là, en général, de 2 microns. C'est le double. Donc ça, c'est 5 parasitismes pilaires. Aux pratiques courantes, donc on rencontre surtout ça, endotrix microsporique et trichophytique endotrix, endo-ectotrix microsporique et endotrix trichophytique. Les plus courantes et surtout la microsporique. Intérêt de l'examen direct, alors, l'intérêt de l'examen direct. Donc, l'examen direct, déjà, il confirme le diagnostic de la teigne. Donc là, quand on voit un cheveu parasité, on est sûr que c'est une teigne, soit microsporique ou bien trichophytique. Donc, on doit rendre immédiatement le résultat sans attendre la future. Déjà, on peut rendre et changer d'une teigne trichophytique ou bien endotrix, ou pratiquant endotrix, ou bien endo-ectotrix. Donc, l'examen direct positif, il confirme la teigne. Donc là, on rend rapidement. Un examen direct négatif,
Quand la clinique, elle n'est pas en faveur, donc il sert un diagnostic d'élimination. Donc, ça va vous orienter le médecin traitant vers autre étiologie, notamment le psoriasis, par exemple. Quand la clinique est cyclique, donc on n'a pas la culture. Et si la culture est négative, des fois, on est obligé de convoquer le patient et de refaire l'examen. Donc, le diagnostic est retenu si, je répète, un examen direct et ou culture positive. Donc, ça confirme le diagnostic des thèmes. Et après, on peut essayer de remonter à l'origine de contamination. Par exemple, si on diagnostique une thème tricophytique, on fait une enquête familiale. On recherche autres cas similaires pour la fratrie, les cousins, les voisins. Et s'il y a une thème exotrix en général, on recherche s'il y a des animaux de compagnie. On essaie de les prélever par un écouvillonnage. C'est juste pour remonter à l'origine de la contamination. Quand c'est au niveau de l'examen direct, si on prélève pas vraiment si le prélèvement est mauvais, ou bien en quantité insuffisante, ou bien le patient a déjà entamé un traitement antifongique. En cas de TN inflammatoire, l'examen direct, il est souvent négatif. Et si la lésion, elle est vraiment débutante, quelques jours, il vient le patient, donc là, on risque de trouver un examen faussement négatif. La culture, donc on a fini par l'examen direct, on passe à la culture, elle est obligatoire. Donc, c'est les mêmes milieux utilisés pour tous les autres prélèvements en mycologie. Donc, on a milieu de salvoropleuron-antinicole, actidium. Donc, les dermatophytes vont pousser sur les deux milieux. C'est pas comme les moisissures, c'est pas comme certaines espèces de candidats. Les dermatophytes poussent sur les deux milieux. Donc, là, de préférence, il faut se monter sur les tubes mieux que les bois pour éviter le dessèchement des bois et pour éviter leur contamination. Quand on se monte, donc là, on prend les poils. Donc, on utilise une anse de platine bien stérilisée. Si on ne dispose pas d'anse de platine, on peut utiliser ce qu'on appelle des pipettes Castor. Là, on va humidifier, on va bien stériliser l'anse de platine. Bonne flamme de bec benzène, on va refroidir rapidement, on va récolter quelques squames et on va les déposer sur la gélose, un peu enfoncé dans la gélose et espacé de 2 cm à 3 cm entre les différents dépôts. Et pour le couvillonnage, on va faire un badigeonnage sur toute la surface de la gélose. Donc là, on incube jusqu'à 1 mois. Il y a certaines espèces de dermatophytes qui sont exigeants. On peut aller jusqu'à 40 jours au plus. Et il y a certaines espèces comme Verrucosum qui sont exigeants. On peut utiliser des vitamines comme la thiamine. Je reviens au professeur Bassaïd. En général, c'est la même démarche. Après l'identification des dermatophytes, donc ce qu'on a au laboratoire, c'est la macroscopie. Examen macroscopique, on va étudier la couleur, le délai de pousse. Après, on va examiner la culture entre l'âne et la belle et on va étudier les caractéristiques macroscopiques, c'est-à-dire la fructification des dermatophytes. Un jeu de repliquage qui est très excellent et il est excellent pour les dermatophytes, c'est l'actrémel de Borilli. Après, on va examiner les cultures. Donc là, je vais vous montrer rapidement les principaux agents, les principaux dermatophytes isolés des thèmes en Algérie. Donc là, j'ai Microsporum canis. Donc on part en première position pour les thèmes. Donc là, on a des colonies bien étoilées. Regardez là, on a étoile avec un pigment jaune orangé. À l'extérieur microscopique de la culture, on trouve des macroconidies avec cet aspect. Donc les deux bouts sont pointus et on a jusqu'à 12 longettes pour Microsporum canis. L'autre agent fréquemment isolé pour les thèmes de cuir chevelu, on a le trichophyton, l'intergrophytes. Donc là, ce sont des colonies poudreuses. Café au lait, la couleur, elle est un peu, c'est poudreux, à l'envers le bras avec le temps. Donc là, l'examen microscopique, on a plusieurs microconidies, c'est très riche en microconidies. On peut retrouver les macroconidies minces, non écumulées, et les vrilles. Les vrilles, c'est quoi? Les vrilles, donc, ce sont des
filaments mycéliens très fins qui sont spirales, enroulés. Donc là, si on trouve les vrilles, les microconidies en buisson, macroconidies, donc là, on identifie le Trichophyton-Metagrophytes, bien sûr avec l'aspect macroscopique qui corrèle avec la clinique. Il est un peu de moins en moins isolé des thèmes microchevelus en Algérie. C'est le Trichophyton violacéum. Là, on a une belle culture. Donc, toutes ces photos-là sont des photos du laboratoire. Là, c'est sur le milieu final borélé. On a violacéum, donc ça a caractéristique. Donc, la couleur violacée. Et là, c'est la variété glabrum. Donc, on prend pas la couleur, c'est Trichophyton, violacéum variété glabrum. Et là, c'est violacéum. Quand on retrouve à l'examen microscopique de la colonie, on retrouve que des filaments mycéliens et des chlamydospores intercalaires. Alors, c'est quoi l'intérêt de la culture? Donc, on a dit elle est obligatoire, elle permet l'identification de l'espèce, on remonte et on peut maîtriser la source de contamination, ça peut redresser un examen direct faussement négatif et ça va permettre de réaliser certains tests de sensibilité aux antifongiques. C'est pas les limites de la culture. On peut avoir des faux négatifs, certains dermatophytes ex vivants, donc et qui ont une poussée lente et qui nécessitent quelques vitamines en plus. Si le traitement antifongique a déjà été instauré, on peut avoir une culture négative. Si la quantité du prélèvement est insuffisante ou bien le prélèvement de mauvaise qualité, des fois, selon la qualité des milieux de culture. Donc là, il faut toujours, on essaie au laboratoire de tester les milieux de culture avant utilisation. Et des fois, quand le prélèvement est complètement raté, donc on prélève que des cheveux. Recording stopped. Docteur Arash, je pense qu'il y a eu une coupure d'Internet. Elle va être rétablie, Inch'Allah, dans 5 minutes. Hein. Recording in progress. CHU Mustafa, c'est bon? Oui. Je reprends. Fadli, docteur Arash. D'accord, on a fini avec les lignes de la culture. Donc, on parlait de prélèvement raté, par exemple. Donc, le manipulateur, le préleveur doit être expérimenté. On doit faire un bon prélèvement. Lors de l'interprétation, donc le diagnostic est considéré comme positif, c'est examen direct et une culture positive. Donc, l'examen direct à lui seul suffit pour poser le diagnostic. Un dermatophyte isolé de cuir chevelu doit être pris en considération. C'est pas un commensal, c'est pas un saprophyte, donc on le considère d'emblée comme pathogène. Donc, il y a des espèces rares peu pathogènes, donc là, il faut à confronter avec la clinique. Si on a une discordance au laboratoire, des fois, examen direct négatif, culture positive, surtout pour canis, des fois, on peut avoir un problème de contamination. Donc, là, toute discordance entre les données de l'examen mycologique nécessite une réflexion. Donc, il faut reprendre les différentes étapes techniques, refaire l'examen direct s'il est négatif. Donc, c'est pour ça qu'on garde toujours les prélèvements de préférence. On réinsemence un nouveau milieu de culture. On a géré, donc c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, on ne déclare pas, et on peut aller à faire des enquêtes épidémiologiques, surtout pour les animaux et l'entourage. On recherche des lésions dans l'entourage. On passe, donc on a fini avec les thèmes posés par les dermatophytes. Donc là, on passe à autre agent, levure, lipophiles, malasthésia, qui peut donner ce qu'on appelle un pityriasis versicolare capitis et dermite séboroïde. Donc là, on a ce qu'on appelle l'état pelliculaire de cuir chevelu. Donc regardez toutes ces pellicules-là. Donc c'est et la dermite séboroïde qui touche beaucoup plus la base du cuir chevelu. Et surtout pour le nourrisson, donc c'est une croûte de lait.
Dans ce cas-là, le professeur Bassaïd a insisté sur le diagnostic, donc on peut utiliser la lampe de Wood, donc on aura une fluorescence vert, jaune des poils, mais c'est pas des cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on gratte et on passe à l'écouvillonnage et on fait le Scott test pour diagnostiquer malacésia. Donc là, c'est juste pour vous montrer le grattage. Donc on a des pellicules, on a des petites plaques, des pigmentés. Donc là, on rentre le maximum de squam et on applique toujours un Scotch test si on suspecte malacésia. Voilà l'aspect de malacésia à l'examen direct. On a ce qu'on appelle des grains de levure, les grains de malacésia, avec des filaments courts, quelques filaments courts, qui témoignent de la pathogénicité de la levure. On peut avoir un autre agent, c'est Candida, beaucoup plus, une entité un peu spéciale chez les toxicomanes, ce qu'on appelle folliculite à Candida. Donc là, on a un tube, donc on va essayer de reconstituer à l'intérieur par l'écouvillonnage. On fait un examen direct, on trouve des levures plus ceux de filaments, et même des fois avec des filaments mycéliens. On fait la culture et le professeur Bassaïd vous a parlé de tests de chlamydosporulation pour identifier l'espèce la plus importante qui est Candida albicans. Trichosporose, c'est peut-être isolé, donc la clinique, c'est rarement rencontré. Donc là, on a ce qu'on appelle des nodules blanchâtres. On va prélever ces nodules-là. À l'examen direct, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, des levures, des arthrospores et quelques filaments. La macroscopie, on a des colonies muqueuses et cérébréformes. Là, pour trichosporon, mais c'est très, très rarement rencontré. Donc, on a surtout les TN, malacésia, Candida et trichosporon, elles sont rarement isolées au laboratoire. Donc là, c'est juste pour insister sur l'importance de l'examen mycologique. Donc, la clinique, elle peut être atypique. Le traitement antifongique, donc longue durée, le coût est élevé avec des effets secondaires. Donc, d'où la nécessité de faire un très bon examen écologique. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à ma collègue pour enchaîner avec les prélèvements de cuir des ongles. Docteur Bellamy. Merci, docteur Arash. Merci pour votre communication. Merci, c'est à vous. Oui, تفضلي. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, veuillez les transmettre via le chat. Alors, il reste la dernière communication avec le docteur Bellamine, toujours le service de parasitologie de CHU Mustapha. C'est conduite à tenir devant un prélèvement d'ongles. Bonsoir, chers inscriptions. Merci d'être présents avec nous. Je remercie mes collègues de leur présentation. Donc, après avoir vu la conduite à tenir devant un prélèvement de peau, un prélèvement du cuir chevelu, on passe à la conduite à tenir devant un prélèvement inguéal ou un prélèvement d'ongles. Donc, le prélèvement d'ongles, c'est ce qu'on appelle une onychomycose, qui a une atteinte fongique spécifique de l'ongle. Comme nous l'avons vu depuis tout à l'heure, comme mes collègues, professeur Bassaïd et docteur Arash,
Les étiologies sont soit des filaments, soit sont des champignons filamenteux, comme les dermatophytes et les moisissures, dans ce cas, ou les levures. Le diagnostic donc sera posé d'abord par l'observation, donc l'aspect clinique de l'ongle. Ensuite, nous procédons, comme professeur Bassaïd et docteur Arash l'ont déjà mentionné, par un examen direct et une culture. Alors, toujours pour tout ce qui est prélèvement, pas uniquement un GEAL, tout ce qui est prélèvement en vue d'un examen méthodologique, il y a toujours des conditions de prélèvement à prendre en considération avant. Donc, dans ce cas, pour les ongles, il ne faut pas couper l'ongle terrain. Il faut retirer le vernis cosmétique au moins 48 heures avant l'examen. Faire une toilette normale le jour du prélèvement, c'est très important d'avoir des ongles propres, que ce soit des ongles des mains ou les ongles des pieds. Ça élimine tout ce qui peut être moisissure ou tout ce qui peut altérer le prélèvement. Il faut éviter toute pédicure ou ponçage de l'ongle et évidemment éviter de prendre un traitement antifongique. Les atteintes NGL sont des atteintes assez fréquentes dans les atteintes mycologiques et beaucoup de patients ne vont pas directement pour voir le médecin pour un traitement. Et souvent, ils vont chez le pharmacien, on leur donne un traitement antifongique un peu aléatoire. Donc, dans le cas où et bien sûr, il n'y a pas de résultat, donc le patient ensuite, quand il se présente à votre niveau, il faut impérativement, lors de l'interrogatoire qui est extrêmement important pour placer l'épidémiologie du patient, d'avoir ses habitudes, de connaître sa profession. Comme je dis toujours, l'interrogatoire n'est pas intrusif, il permet de récolter des informations afin que l'on puisse ensuite prendre en charge le patient et savoir de là découle également la conduite à tenir. Donc, si un patient se présente et pendant que vous l'interrogez, il vous dit « j'ai mis une crème » ou « j'ai mis le vernis cosmétique », il y a bien sûr des précautions à prendre dans ce cas-là. Donc, en cas de traitement antifongique, en cas d'application du vernis ou la solution filmogène, donc il faut un arrêt d'au moins 3 mois pour éviter toute interaction de l'antifongique pour le résultat de l'examen mycologique. En cas de prise orale de comprimés, c'est 2 à 3 mois selon les comprimés, donc selon l'antifongique mis en cause et selon la durée de la prise. En cas de prise de crème, de poudre ou de spray, c'est 15 jours d'arrêt. Et les crèmes entraînant de l'ongle, il faut au moins un arrêt et attendre la repousse de l'ongle pour pouvoir procéder à l'examen mycologique. Donc, la conduite à tenir diagnostique, comme nous l'avons vu, c'est toujours la même procédure. D'abord, un interrogatoire qui doit être précis pour connaître l'épidémiologie. Comme je vous l'ai dit, connaître la profession également peut être importante, surtout pour le prélèvement mycologique des ongles. Donc, si on prend par exemple une personne qui est boulangère, pâtissière, un coiffeur ou une coiffeuse, une personne qui utilise des produits qui sont abrasifs et qui vont altérer le pH et l'équilibre de la peau, peut entraîner l'apparition d'une onychomycose. Le prélèvement, bien sûr, ma collègue Dr Arash a insisté sur le fait que le prélèvement doit être fait par un personnel qui est bien formé, qui est compétent, donc bien suivre toutes les conditions. Donc là, on va procéder ensuite donc à un prélèvement, on procède à un examen direct avec ajout d'une solution éclaircissante, souvent le noir chlorazone, puis on va ensemencer sur 2 tubes à base de saboron chloramphénicol et saboron chloramphénicol actidione. L'actidione étant là justement pour empêcher la pousse des moisissures et dans certains cas, certaines levures de type candida ne vont pas pousser sur ce milieu. Nous allons mettre ensuite en incubation à 27 degrés, puis au bout de 10 à 15 jours pour tout ce qui est levure, voire 1 mois pour les champignons filamenteux, nous procédons à l'identification. Alors, le prélèvement, donc d'abord l'ongle,
on voit l'anatomie de l'ongle. Donc, la tablette inguinale que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le bord libre. Donc, c'est important. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les ongles avant de procéder au prélèvement. Ici, nous avons la lunule qui va être la racine qui est justement entourée par la matrice. C'est important parce que nous allons procéder justement à l'examen clinique de l'ongle. Et selon l'examen clinique, nous allons aussi regarder, mais professeur Bassaïd et docteur Arash ont insisté pour toujours voir s'il n'y a pas d'autres atteintes. Donc, dans ce cas-là, nous allons voir s'il n'y a pas d'intertrigo, donc entre les doigts ou entre les orteils. Et également, nous vérifions la pointe des mains ou la pointe des pieds s'il n'y a pas une lésion cutanée associée. Alors, voici quelques exemples. Donc là, nous voyons qu'il y a une atteinte. Vous voyez bien toute cette atteinte blanchâtre. C'est une atteinte, c'est ce qu'on peut dire assez communément un ongle mort. Donc, c'est cette partie-là, c'est cette délimitation-là, excusez-moi. C'est cette délimitation-là entre l'ongle sain et l'ongle qui est malade. C'est cette partie-là, c'est dans cette zone-là que le prélèvement doit se faire, car c'est là que nous allons retrouver le champignon en grande quantité. Donc, le prélèvement de ce côté-là est très important. Il y a aussi cette forme-là, c'est ce que l'on appelle les loconifies. Ce sont des taches blanchâtres qui sont au-dessus de l'ongle, que nous allons ensuite procéder au prélèvement. Ici, nous avons une atteinte inguinale, donc au niveau de l'ongle, et ici, au niveau de la partie de la racine de l'ongle, nous avons ce que l'on appelle un périonyxis, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inflammation rouge, douloureuse, au niveau de l'ongle, et c'est souvent ce qui va orienter, je dis bien orienter et non pas définitif, orienter vers une atteinte de type candidosique, c'est-à-dire maduriforme. Donc là, bien sûr, nous procédons au prélèvement au niveau de l'ongle et un prélèvement au niveau du périonyxis. Au niveau de l'ongle, nous utilisons un vaccin style. Et au niveau du périonyxis, en général, nous essayons d'appuyer, pour essayer, parce que c'est purulent, nous essayons d'appuyer, de faire ressortir le pus qui est présent, que l'on va récolter avec un écouvillon stérile. Voilà. Donc là, vous avez d'autres exemples de périonyxis. Ici, là, vous avez tout l'ongle qui est atteint avec un périonyxis important à suivre. Là, c'est une vidéo d'un prélèvement qui est fait à notre niveau, au niveau du laboratoire. Donc, vous voyez bien qu'il y a une atteinte importante de l'ongle, avec ce que l'on a appelé une atteinte au-dessus de l'ongle. Donc, le prélèvement va se faire au-dessus de l'ongle, bien gratté, au niveau de d'abord au niveau de la lame. On récolte, voilà, et ensuite, elle va passer au niveau de l'ongle. Je vous ai montré tout à l'heure une atteinte où il y a la partie saine et la partie atteinte, et c'est donc là qu'il faut aller chercher, gratter sous l'ongle, d'où la nécessité de toujours ne pas couper les ongles avant de faire le prélèvement. Voilà, donc là, le prélèvement au niveau de la lame, puis le prélèvement qui va se faire au niveau de la boîte de pétri, également de la même manière. La boîte de pétri qui va servir à l'ensemencement pour la culture. Bien. Donc, après prélèvement au niveau de la lame, donc nous allons déposer une solution éclaircissante. Ma collègue doctorale vous a bien montré que nous mettons entre l'âme et la main, puis nous passons légèrement au niveau du bec benzène pour essayer d'activer cet éclaircissant.
Puis, nous allons observer au microscope optique au grossissement 40. Donc, nous avons deux probabilités. Qu'est-ce que nous allons retrouver? D'abord, ici à gauche, vous voyez soit des filaments mycéliens qui sont fins à ce niveau. Ils sont généralement, vont nous orienter vers la présence de dermatophytes. Soit, nous allons retrouver des levures bourgeonnantes seules, donc ce sera plutôt des levures, soit présence de pseudomycélium, en plus de ces levures qui sont bourgeonnantes, que l'on appelle blastospores, qui va plutôt nous orienter vers le candidat de type albicans. Donc, après mise en culture, nous ensemençons donc deux tubes saborochloraphénicol actidium. Donc, il va y avoir les dermatophytes, comme l'a bien précisé Dr Arash, qui vont pousser sur les deux milieux. Les levures, la plupart vont pousser, les levures de type candida vont pousser généralement également sur les deux tubes. Certaines espèces de type candida vont, elles, être freinées par la pousse de l'actidium, ainsi que la moisissure. Nous mettons à incubation pendant 27 jours, à 27 degrés, pendant 20 jours à 1 mois pour les filaments pteux. Les levures, généralement, c'est entre 10 et 15 jours. Nous passons donc à l'identification. Nous commençons par les dermatophytes. C'est ce que l'on retrouve le plus souvent. L'espèce la plus rencontrée en pratique courante ici en Algérie, c'est le Trichophyton rubrum. Il est le plus présent, que ce soit au niveau des ongles des mains ou au niveau des ongles des pieds. En général, je dis globalement, je dis toujours, au niveau des mains, c'est plutôt les levures, et au niveau des pieds, c'est plutôt tout ce qui est filamenteux, et d'abord les dermatophytes. Mais, restez toujours ouvert, ce n'est pas parce qu'il y a plus de possibilités qu'on ne peut pas retrouver des dermatophytes au niveau des mains, ou des levures au niveau des pieds. Donc là, l'examen, l'identification des dermatophytes, elle se fait toujours macroscopiquement et microscopiquement. Macroscopiquement par l'aspect de la colonie. Donc en général, Trichophyton rubrum, nous allons retrouver, vous voyez bien, vous avez ça, c'est toute la colonie qui est plane, elle est légèrement visqueuse, et au milieu, vous avez un dôme, une surélévation, d'où vont sortir quelques chevelus, quelques filaments qui vont sortir. Ce sont des éléments, des caractéristiques d'identification du Trichophyton rubrum. En microscopie, nous allons retrouver essentiellement des filaments avec des microconidies. La deuxième espèce que l'on retrouve également en deuxième position, c'est le Trichophyton mentagrophytes. Donc là, macroscopiquement, comme vous l'avez déjà vu, la colonie va être d'abord de couleur blanche, puis elle va légèrement devenir beige acréolé, avec une couleur au verso qui va d'abord commencer brune et qui peut aller au rouge Nous allons retrouver des filaments, quelques microconidies. Vous voyez bien qu'elles sont moins nombreuses que pour Trichophyton rubrum, quelques macroconidies et les vrilles qui sont spécifiques du mentagrophytes. Les deuxièmes types de champignons filamenteux que l'on retrouve, qui sont assez spécifiques, que l'on va retrouver, c'est les moisissures. Dans les conditions de prélèvement, nous avons dit qu'il fallait faire justement une toilette avant de faire un prélèvement des mains ou des pieds, justement pour éliminer la majorité des moisissures ou des spores de moisissures qui sont dans l'air et que l'on peut retrouver également au niveau du prélèvement. Mais certaines moisissures sont incriminées justement en pathologie ingéale, donc qui sont responsables de mycomycose. Et pour pouvoir justement dire ce sont des moisissures, donc comment je vais poser le diagnostic va se faire sur deux prélèvements. Pour du premier prélèvement, lorsque toutes les conditions ont été respectées, quand le prélèvement a été bien fait dans les bonnes conditions, avec un examen direct positif et une culture positive, on refait un deuxième prélèvement. Si nous retrouvons toujours au niveau du deuxième prélèvement la même espèce, nous allons l'incriminer.
Donc, dans ce cas-là, nous avons le fusarium. Donc là, macroscopiquement, généralement, il va être blanc cotonneux, soit il peut avoir une couleur diffusible, qui peut généralement être soit un rose clair ou foncé. Microscopiquement, nous retrouvons des filaments avec des conidies en bouquet et en forme de banane, comme ici on peut le voir. Le deuxième champignon que l'on peut retrouver, c'est le Scopulariopsis. Donc là, vous voyez bien, en macroscopie, il va être brun, un peu brun café au lait, assez poudreux. En microscopie, nous allons retrouver donc des filaments qui vont nous donner des conidies qui, elles, vont être arrondies en chaînettes. Elles vont être lisses en début et à maturité, elles vont devenir équinulées. Le troisième type de moisissure que l'on peut rencontrer, ce sont les aspergillus. Ils ne sont pas incriminés à chaque fois, comme je l'ai dit. Donc, on va garder toujours avec un deuxième prélèvement. Bien sûr, l'épidémiologie du patient va être tenue en compte. On ne va pas décider directement qu'on va l'incriminer. Donc, si certains patients, par exemple des patients d'un certain âge, diabétiques depuis longtemps avec un mauvais état, donc là, avec un deuxième prélèvement, nous pouvons incriminer ce genre de moisissure. En troisième, nous avons les levures. Donc, à l'examen direct, si nous avons des levures seules ou des levures bourdonnantes avec des filaments, nous allons ensuite procéder à la culture. Les pousses de ces levures, ce sont des colonies qui vont être généralement, quand il s'agit de type candida, blanches, lisses et brillantes. Donc, nous passons d'abord à un test de chlamydosporulation et un test de filamentation. Le test de chlamydosporulation, nous allons toujours mettre en culture la culture que nous avons déjà prise. Nous allons la remettre en culture dans un milieu, nous allons la remettre dans un milieu qui est un milieu appauvri. Et le champignon va former des chlamydospores qui sont une forme de résistance. Donc, si le test de chlamydosporulation et le test de filamentation, c'est un test où on va mettre une colonie qui a poussé en culture dans un sérum, si on a ce qu'on appelle un tube germinatif qui va pousser au bout de 3 heures, si ces deux examens sont positifs, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un candidat albicans. Et on peut également utiliser, donc en plus des tests de chlamydosporulation et de tests de filamentation, des milieux chromogéniques. Donc les milieux chromogéniques vont être plus efficaces et ils vont nous donner plus de renseignements quand il s'agit des autres espèces de candidats. Donc dans ce cas-là, en cas de négativité de ces 3 tests, nous allons passer aux tests biochimiques sur galeries standardisées, qui sont des galeries où il va y avoir une assimilation des sucres. Chaque levure, chaque espèce de candidat a un profil particulier et donc nous pourrons conclure quelle est la levure quel est le type de candidat qui va être mis en cause. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Bellamine. Merci. Donc, s'il y a des questions. Si vous avez des questions, Dr Bellamine, vous m'entendez? Oui. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat.
CH بليدة et le CAC بليدة. يعطيكم الصحة راكو حاضرين بقوة. Je vous félicite قعدتوا حتى لدركا. يعطيكم الصحة. J'espère que c'était bénéfique pour vous. C'est des remerciements. Oui. Bon, c'est ça la bonne. Alors, je trouve des remerciements. Oui. Merci à vous. Merci. معلش. De votre attention. En cas de défaut d'une étude de 25, est-ce qu'on laisse les études température ambiante ou l'étude de 37, surtout en hiver? En préférant Bonne question. température ambiante. Exactement. En fait, là, il y a une question concernant, c'est commun, donc c'est la conduite pour tous les mycoses. Donc, en cas de défaut d'une étude de 25 ou 27, est-ce qu'on laisse les études à température ambiante ou à 37? Donc là, entre les deux, je vais dire température ambiante, mais avec un risque de contamination. C'est-à-dire, vraiment, si on n'a pas une étude, on peut les laisser à température ambiante, pas à 37, parce que c'est un prélèvement superficiel, donc il faut respecter la température, le revêtement cutané au revêtement du tubulure. On le laisse à 25 température ambiante, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un risque de contamination. Mais ça pousse. Mais ça pousse, ça pousse. Et Merci. Question pour l'instant. Merci. Galerie standardisée. Oui, la galerie standardisée, c'est-à-dire une galerie qui va reconnaître, je vais faire un exemple d'exemple là. Vous avez donc la galerie, on fait une suspension qui va venir avec le titre. Ensuite, on va déposer une certaine quantité dans chaque galerie. Ensuite, selon les couleurs qui vont ressortir, il va y avoir un code. Et ce code va être retrouvé dans une liste et chaque code va donner le nom d'un candidat, d'un type de mesure. Donc, c'est déjà un type de D'ailleurs, la majorité des candidats, quelques trichosporons et quelques cytofocus qui peuvent être identifiés par ces galeries-là. Alors là, il y a une autre question. Même en hiver ou des froids et des températures en basse. En hiver, on n'a pas des températures très basses. Dans le laboratoire, donc on n'est pas dans un pays où c'est très froid. Même des températures mais ça pousse. Nous avons déjà, il y avait des situations où nous avons travaillé avec la température ambiante. Voilà. Et ça pousse. Je remercie. Merci à vous d'avoir été présent jusqu'à la fin. Ça a été commentaire. Avec les formulaires, organisatrices, le SPSS, je parle un peu de partout à Dijon, Mahroum, tu connais? C'était là, les organisateurs, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de question. Donc, Madame Tafti, en cas de candidat à culture pendant 48 heures, ou au plus de 48 heures. De 48 heures. Là, ça le minimum. Voilà, c'est le minimum. 48 heures, c'est le minimum, et puis ça dépend aussi de votre prélèvement, l'infection également.
Également, le traitement aussi expiré et le but de votre culture. Donc, 48-72 heures. 48 heures, c'est le minimum pour votre pousse. Est-ce qu'il faut plus de 48 heures? Oui. Oui, il y a des situations, il y a des situations où en 48 heures, il n'y a pas de pouce, mais en 72 heures, jusqu'à même une semaine. Mais là, il faut prendre en considération l'examen direct. Est-ce qu'il était positif ou non pour les espèces commensales? Est-ce que la pousse est riche? Est-ce qu'elle est rapide et riche pour les espèces commensales? En revanche, si c'est un col albicans sur la peau, je le prends en considération parce que candidat albicans n'a pas de place sur la peau. Mais si c'est une espèce commensale, j'aurai un autre raisonnement. Il faut une culture pousse rapide, une pousse rapide et pure. Donc, quand je dis rapide, c'est 48, 72 heures pour les espèces commensales. Ah oui, c'est l'unité de parasite de Bataria. Ils font aussi de belles choses. Et il est là. Merci. Après, en général, c'est des remerciements. Madame Safti, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions à votre niveau? On a répondu. Oui, je pense que... Non, j'ai pas noté de questions, professeur. Je pense qu'on a beaucoup de remerciements. Je pense qu'on doit clôturer. Au nom de la direction de la formation, je voulais vous remercier toutes les trois. Barakallahu fikum. Je voulais remercier tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin de la formation. J'espère qu'on aura, Inch'Allah, l'occasion de programmer d'autres sessions de formation. De toute façon, la direction de la formation est toujours à l'écoute des besoins en matière de formation. Il y a des demandes pour les muqueuses. Ah, d'accord, oui. Tout est une question d'hygiène. Dans de bonnes conditions, que c'est propre, que la si vous allez stériliser ces instruments, on fait des instruments qui sont stériles et propres à la main, il n'y a pas de souci. Tout est une question d'hygiène. Alors pour les selles, il y aura une formation, une journée de formation sur les muqueuses, où on va aborder un peu tout ce qui est sel, urine, d'autres prélèvements superficiels, prélèvements vaginaux. Donc vous aurez les réponses prochainement, Inch'Allah. Elle est importante concernant les allopécies irréversibles. Voilà. Elle est irréversible en cas de quinfasie. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de microsporée, ça repousse. Irréversible en cas de quinfasie. Mais elle est très très rarement, on n'a plus de la source zoophile. Voilà. Ça repousse, il n'y a pas de problème. Mais pour le phasite, non, c'est irréversible. C'est qui? Il faut rejoindre. Un commentaire. Les cours pour je sais pas, pour l'administration Donc, Madame Safti, oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup, merci. Merci aux participants. Inch'Allah, on aura l'occasion d'organiser d'autres sessions de formation pour, Inch'Allah, prochainement, Inch'Allah. Alors, les participants, Kamel, merci, à comme ça. Ou à la prochaine, Inch'Allah.